Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de manière introductive des livres anciens. Je vais survoler ici plusieurs aspects, l'anatomie des livres, leurs matériaux, et des informations diverses qu'il est intéressant de connaître. Avant de commencer, vous remarquerez que je ne porte pas de gants pour manipuler les livres. L'utilisation de gants pour la manipulation de documents papier anciens est déconseillée, et relève plus du mythe et de la création d'une illusion de rareté et de prestige, plutôt que d'un véritable intérêt pour la conservation. Les gants, qu'ils soient en coton ou en nitrile non poudré, réduisent la qualité des sensations tactiles et la dextérité de l'appréhension, et donc accentuent les risques de déchirure ou de cassure du document. Le mieux reste donc de manipuler les documents avec des mains propres et secs. Il existe néanmoins des exceptions. Par exemple, des gants peuvent être portés en cas de manipulation de documents ayant des risques irritants ou urticants pour la peau, dus à la présence de plomb ou de poussière très ancienne du fait de leur rare consultation. Pour ce qui est de la notion de livre ancien, de nombreux établissements considèrent comme ancien tout ou partie de la production du XIXe siècle. Selon les établissements, la date frontière entre imprimé ancien et moderne est 1850, 1900, 1914, voire 1920. L'UNESCO considère comme ancien tout ouvrage de plus de 100 ans, et c'est une définition aujourd'hui reprise par la législation douanière française et le ministère de la Culture. En histoire du livre, on distingue le livre de la période artisanale, imprimé entre le milieu du XVe et les années 1840, du livre de la période industrielle, imprimé depuis le second tiers du XIXe siècle. Un dernier terme général à connaître est celui d'incunable. Il désigne les premiers livres imprimés, c'est-à-dire entre l'invention de l'imprimerie et la fin du XVe siècle, jusqu'au 31 décembre 1500 inclus. On parle aussi de post-incunable pour les livres imprimés entre les années 1501 et 1530 environ. Et maintenant, je vais vous parler de l'anatomie des livres anciens. Et je vais commencer par cette partie, la coiffe. Il s'agit d'un retour de cuir qui vient plus ou moins recouvrir cette partie de fil brodé qu'on appelle la tranche-fil. Et cette dernière permet un meilleur maintien des cahiers. Pour en revenir à la coiffe, c'est la partie la plus fragile du livre, souvent la plus abîmée à cause de la façon dont on prend le livre dans une bibliothèque. Il est donc préférable de saisir le livre comme ceci. Nous avons donc deux coiffes, et entre ces deux coiffes se trouve le dos, la partie la plus exposée lorsque le livre est rangé. Le dos est composé de plusieurs parties. Tout d'abord, nous avons les nerfs, des reliefs qui sont produits par la présence de ficelles ou de lacets et qui servent de point d'appui lors de la couture des différents cahiers. En fonction des différentes techniques de reliure, le dos peut être plat, sans nerfs, et c'est notamment le cas ici avec le procédé Bradel, de la fin du XVIIIe. Et à ce dos plat peut être ajouté de faux nerfs, comme ici. Entre les nerfs se trouvent des espaces qu'on appelle tout simplement les entrenerfs. Décoré ou non, le dos comporte aussi, dans ce qu'on appelle la pièce de titre, le titre de l'ouvrage avec éventuellement le nom de l'auteur, sinon il est muet. Les dos classiques comportent 5 nerfs espacés de manière égale, et les modernes en possèdent en général 4. De part et d'autre du dos, nous avons les mors. Ici, les mors désignent ces arêtes. Et sur les demi-reliures, les mors désignent ces bandes, en général de quelques centimètres. Après les mors se trouvent les plats, le plat de devant, ou du dessus, et le plat de derrière, ou du dessous. La face interne des plats s'appelle les contreplats. À l'opposé du dos, nous avons la gouttière qui, comme vous le voyez, est souvent concave. Ici, la tête, puis la queue. Les parties du plat qui dépassent sont appelées la châsse, et comme pour le dos, la châsse peut être décorée de dorures. Lorsque le livre est fermé, les 3 tranches, c'est-à-dire la tête, la gouttière et la queue, constituent les parties visibles du corps d'ouvrage, c'est-à-dire de l'ensemble des cahiers. Un cahier correspond à plusieurs bifeuillets emboîtés les uns dans les autres, et un bifeuillet est une feuille pliée en deux, déterminant 2 feuillets solidaires, chaque feuillet donnant directement les pages. Aussi, le corps d'ouvrage est composé de gardes, c'est-à-dire de feuillets non imprimés, placés au commencement et à la fin d'un livre, pour en protéger respectivement la première et la dernière page. La page de garde collée sur le contreplat est appelée la contregarde. Ensuite, la garde volante, qui est un feuillet mobile non contrecollé. À noter que les livres du XVe et du XVIe siècle, voire même après, ne comportent qu'une contregarde, sans garde volante, c'est-à-dire que l'on tombe directement sur la page du titre du livre. Les gardes sont pour la plupart blanches, puis deviennent marbrées à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Ainsi, il arrive que l'on ait une garde de couleur et une garde blanche. Puis ici, la page de titre. Ici, vous pouvez voir une gravure qui n'est pas intégrée au texte, qu'on appelle simplement une illustration hors texte,
par opposition aux illustrations in-text comme le bandeau ou la lettrine. Enfin, on peut trouver des notes manuscrites sur les pages, souvent sur les gardes. Lorsque ces inscriptions signifient que le livre a été offert ou donné par une personne, il s'agit de notes ex dono. Ici, l'inscription ex libris est une marque de possession, elle est généralement suivie d'un nom. Les notes peuvent aussi être sans rapport avec le livre ou le possesseur, c'est par exemple le cas ici. Vous pouvez d'ailleurs voir juste là un phénomène assez intéressant. Des trous sont présents dans les pages, ils semblent suivre l'écriture. La raison est que l'encre utilisée est probablement une encre ferrogallique. Avec le temps, cette encre, à base de sulfate de fer, se diffuse à travers le papier, s'oxyde, brunit le verso et détériore la cellulose jusqu'à créer des cassures et des trous. Un autre détail intéressant sur ce livre, c'est la présence ici d'une clé, c'est-à-dire d'une bande de peau, de parchemin ou de toile collée sur le dos d'un corps d'ouvrage, entre les ficelles et les rubans, et sur les contreplats pour renforcer l'ensemble du volume. Il arrive que, dans un souci de réduction des coûts, on se serve de morceaux d'anciens parchemins manuscrits, qui étaient donc forcément antérieurs à la reliure. C'est ici le cas où vous pouvez voir les écritures manuscrites. Pour ce qui est du papier utilisé, le plus courant est le papier verger. Le papier verger est fabriqué en France à partir du XIVe siècle, et il est reconnaissable par la présence de lignes visibles en transparence, dues à son procédé de fabrication. Ces lignes, très serrées, sont appelées des vergures, et d'autres lignes perpendiculaires aux vergures, plus écartées, sont appelées les chaînettes. On peut trouver aussi des filigranes. Grâce à l'espacement des chaînettes, on peut dater le papier, et avec leur orientation par rapport au texte, on peut déterminer le format du livre. Enfin, avec les filigranes, il est possible de déterminer la provenance du papier. À partir de 1750, un nouveau type de papier blanc et lisse commence à être utilisé, le papier velin, qui imite la peau du velin. Il est très utilisé au début du XIXe siècle pour les exemplaires de tête, mais est sujet aux rousseurs. Pour ce qui est des reliures, qui sont en majorité en cuir, on trouve par exemple le veau, qui est l'un des cuirs les plus utilisés en reliure, avec une surface lisse, sans grains. La couleur naturelle du veau est le brun clair, mais il peut aussi être traité afin d'obtenir des effets pouvant être marbré, porphyré, jaspé, raciné, flammé, tigré ou coloré. Après on a la basane, qui est une peau de mouton d'une qualité et d'une résistance assez médiocre. Elle ressemble beaucoup au veau, mais s'en distingue par une surface plus duvetteuse et plus sujette au frottement et aux épidermures. C'est la reliure économique du XVIIIe siècle. La peau de velin provient d'animaux mort-nés, qui peut être un veau, un agneau ou un chevreau, et qui se reconnaît par sa blancheur et son côté lisse, sans aspérité. Le cuir est collé sur des planchettes de bois ou de carton, appelées ais, constituant ainsi les plats. Par exemple pour ce livre, son mauvais état nous permet de voir ces ais. Voilà, ce petit tour d'horizon de l'anatomie des livres anciens est fini. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le livre ancien. J'aurais pu parler du format, de la collation, de l'entretien et de la conservation du livre, du lexique pour décrire son état, comme par exemple les épidermures ou les fendillements, ou des notices de catalogue. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur le sujet, et d'ici là je vous mets en description différentes ressources si vous voulez approfondir tout ça.